Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 13e podcast Manchester Devils, Scholesy, Ellie qui vous parle actuellement. Et donc ce soir je serai avec Jérémy. Salut Jérémy. Hello, j'espère que vous allez bien. Jiminy pour ceux qui suivent sur le forum. Je serai avec Antoine. Salut Antoine. Bonjour à tous, Antoine Pitet sur le forum. Avec Adama. Salut Adama. Bonjour à tous, Mozda95 sur le forum. Et avec Mohamed. Salut Mohamed. Salut à tous, Moa7 sur le forum. Merci à tous d'être là. Donc je vous rappelle avant qu'on commence, comme d'habitude, Manchester Devils, c'est un site, c'est un forum, c'est une page Twitter, un Facebook, c'est le podcast que vous écoutez en ce moment même sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast ou peut-être sur un autre support. Et c'est également une association. N'hésitez pas à nous faire un petit don, à nous rejoindre si vous pouvez nous soutenir justement dans nos activités. Comme celle qu'on est en train de faire en ce moment même. Donc merci pour votre fidélité, merci de nous écouter en ce moment. On est au début d'une trêve internationale, voilà, on était en train de se faire la remarque que les trêves internationales, ça nous embêtait un peu pour rester poli, parce que ça coupe à chaque fois le rythme pour les supporters que nous sommes. Mais on va en profiter pour faire un bilan après 10 rencontres de où est-ce qu'on en est finalement. Est-ce que on est content des résultats? Est-ce qu'on est content du style de jeu? Est-ce qu'on a confiance pour la suite? Donc voilà pour le programme de ce soir. Ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts à enchaîner? On est prêt, toujours prêt. Allez, super. Et donc première partie dans quelques secondes. Ok, alors dans cette première partie, donc on en est à 10 rencontres officielles disputées cette saison. On a disputé 7 journées en première ligue avec les résultats qu'on connaît. Donc on a 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Les deux derniers matchs en championnat qui laisseront un souvenir un peu amer avec la défaite à domicile face à Villa et puis le nul face à Everton à Old Trafford qui aurait pu être bien pire d'ailleurs. 2 matchs en Ligue des Champions, la défaite à Berne et la victoire sur le fil face à Villarreal, et puis une défaite en League Cup face à West Ham. Donc voilà, d'un point de vue comptable, on va dire, d'un point de vue résultat où on en est. Comment vous avez vécu le début de saison? On a déjà fait des podcasts depuis le début de la saison, mais là, si on fait un bilan vraiment après 10 rencontres, est-ce que vous êtes satisfait de ce qui s'est passé jusqu'ici, que ce soit d'un point de vue des résultats ou d'un point de vue du jeu? Est-ce que vous êtes mitigé? Est-ce que vous êtes absolument pas content et vous êtes prêt à sortir les pancartes? Lâchez-vous. Je vais prendre la main. Souvent dans le podcast, quand il faut sortir Antoine. un peu la sulfateuse, c'est moi qui mets les munitions. Je dirais pas prêt à mettre les pancartes, mais je trouve ce début de championnat, début de saison très alarmant. On a une équipe sur le papier qui est, moi je l'ai dit déjà sur le forum, pour moi sur le papier on a une équipe qui est supérieure à une équipe comme Liverpool par exemple. On est plus fort sur le 11 pour moi que City. Après City sur la globalité de l'effectif, ils sont tellement profonds avec tellement de talent qu'ils seront quand même supérieurs. Et Chelsea pour moi est au-dessus aussi de l'effectif. Mais on a un effectif qui est top 7, top 8 au monde en comptant large. Et on joue comme West Ham, comme Aston Villa. Et moi, ce qui m'a marqué sur ce début de saison, c'est que, hormis le match contre Leeds, où on sait que c'est un super adversaire pour nous parce que c'est du football total et ça nous va très bien, et contre Newcastle, où même le 4-1 est très flatteur, on a joué Southampton en championnat, ou même on prend la Ligue des Champions. Si on prend les matchs contre Southampton, les Wolves, West Ham et Villarreal, donc ça fait un match nul, une victoire contre les Wolves, une victoire contre West Ham et une victoire contre Villarreal, on peut dire qu'on est très bien payé. On est très très bien payé. Le match contre Southampton, c'est 1-1, c'est plus que juste, et c'est le début de la masterclass de Rea. Elle commence contre Southampton. Les Wolves, je ne sais pas si vous vous rappelez du match, on se fait démonter et il nous faut une frappe. Déjà, il n'avait même pas à frapper, mais il frappe Greenwood, le gardien se trouve complètement. Mais c'est la seule action du match. On finit en dessous de 10 tirs. Contre West Ham,
En championnat, hein, en coupe, ce fut l'inverse, mais en championnat, il rate un penalty à la dernière minute. Et contre Villarreal, je nous ai rarement vu nous faire tourner comme ça par une équipe, je vais pas dire autant faible, parce que Villarreal, ça reste une bonne équipe, mais Villarreal, c'était une équipe qui avait gagné qu'un seul match sur 6 en championnat. On parle pas d'un cador européen. Donc non, pour moi, c'est très alarmant. Le niveau de jeu est faiblard, pour être gentil. Je vois pas la différence entre maintenant, l'année passée ou les 6 premiers mois de Bruno Fernandes. Je parle pas des 6 premiers mois, c'était Andreas Pereira titulaire. Mais par les individualités qui s'améliorent, je vois pas grand-chose. Je vais aller dans ton sens pour le point où je vois pas d'amélioration par rapport à l'année dernière. C'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué dans un podcast précédent. Le début de saison, même si les premiers matchs ont été comptablement réussis et ont été avec pas mal de buts, d'un point de vue personnel, j'ai été très déçu de voir la même composition que l'année dernière, malgré le recrutement, malgré ce qui avait été annoncé à l'oral sur le changement du jeu, etc. Vraiment, on était vraiment reparti dans le même problème, dans le tellement même problème qu'en début de saison, c'est la maladie de Anderson pour le gardien qui définit qui démarre titulaire. Donc tu comprends clairement que le coach a toujours pas fait de choix. Enfin, on est vraiment dans la situation identique de l'année dernière qui était, sans dire, elle était pas horrible, mais elle était vraiment pas bonne. On repart pour moi sur les mêmes créneaux, donc on a clairement un manque d'évolution. Et c'est très décevant. Donc, le début de saison, c'est masqué par une bonne réussite et peut-être, comme tu l'évoques, les bonnes équipes qui tombent au bon moment, qui permettent de bons résultats. Là, on est dans le dur, clairement. On est dans le dur mentalement, je pense quand même. C'est assez difficile. On se repose énormément sur l'arrivée de Ronaldo. Bruno Fernandes, qui est, je pense, notre meilleur joueur, tu l'as évoqué en off, est en train de modifier son jeu pour jouer beaucoup avec Ronaldo. Et ça déséquilibre une part de l'équipe. Et du coup, ça reste quand même assez décevant. Et j'espère que là, la pause va faire qu'à la rentrée, on va essayer de changer un petit peu la manière de jouer et essayer de ne pas refaire ce qu'on a fait en fin de saison passée. Et du coup, là, sur les premiers matchs, parce que vraiment, à regarder, c'est pas plaisant du tout. Qu'importe le résultat, même si tu gagnes, c'est dans la douleur, quoi. Je veux dire, la victoire en fin de match, ça fait hurler tout le monde de plaisir sur le moment, mais ça efface pas les 85 minutes de douleur que tu t'es envoyé avant, quoi. Juste un point, avant de laisser la parole aux autres, où je veux aller dans ton sens, c'est que depuis l'arrivée de Ronaldo, donc match contre Newcastle, vous me direz, il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Le match contre Young Boys c'est faussé, mais je suis pas d'accord sur le fait qu'on soit obligé de défendre à 10 face à Young Boys. Moi, je les regarde presque tous les week-ends, parce que c'est le championnat suisse, c'est d'un niveau qui est très faible. Hein. Donc on s'est fait tourner 19 tirs. Bref, c'est une honte ce match et le coaching a été honteux. Mais sinon, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs depuis que Ronaldo est là. Et c'est pas un hasard si depuis ce moment-là, Sancho est pas bon, Greenwood est pas bon et invisible. Martial, quand il a joué sur le côté, il est invisible. C'est parce que devant, c'est Bruno Fernandes va essayer de trouver Ronaldo. Donc oui, ils ont un talent énorme les deux. Donc ils vont marquer. Mais si notre jeu, c'est ça, vous verrez que les premières vraies bonnes équipes qu'on va jouer, et je parle pas de Villa, je parle de. Allez, même on joue Leicester, ils vont vite comprendre que s'ils mettent un NDD juste entre les deux, pour casser cette relation, on est foutu. Et dernier point sur le début de saison, c'est super d'avoir un gardien top, mais quand c'est ton meilleur joueur objectivement depuis le début de saison, alors que tu n'as joué aucun cador, et que toi tu te dis prétendant au titre, ça fait quand même un peu peur. Avec toi pour le coup là, Antoine, parce que tu dis que la liaison Bruno-Ronaldo fausse ou déséquilibre plus ou moins l'équipe ou l'attaque. Je trouvais pas que c'était équilibré avant que Ronaldo arrive. On n'avait pas de vrai schéma de vrai schéma tactique en place. On n'avait pas d'attaque placée réellement travaillée à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Je veux juste peut-être préciser. Moi, je dis, avant, on n'avait rien du tout de travaillé, c'était quand même que du talent, mais ça se jouait. Greenwood a été très bon, Rashford a été très bon, Cavani a été très bon. Le talent offensif était dispersé, alors que là, depuis que Ronaldo est arrivé, c'est tout dans l'axe Bruno, Ronaldo. C'est ça que je dis. C'est pas que et puis c'est pas que de leur faute. On a un coach qui est censé mettre des schémas tactiques en place aussi. Hein. Non, exactement. Après, est-ce que c'est pas aussi avec, comme tu l'as très bien souligné, le mauvais début de saison de Sancho,
Greenwood qui a fait un très bon début de saison, mais qui sur les 2 derniers matchs, je trouve, c'est un peu dispersé, joue un peu le personnel. Donc, puis après, les deux, c'est des Portugais, ils ont l'air de bien s'entendre, bien se kiffer. Donc, ça facilite un peu les choses pour le coup. Du coup, moi aussi, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec votre analyse du début de saison. Pour moi, c'est très inquiétant, vraiment très inquiétant. On est bien payé au niveau du résultat. Donc, si on dissocie le résultat et le contenu, au niveau du résultat, en championnat, c'est plutôt correct. En Ligue des Champions, j'allais dire en Europa League. J'ai tellement l'habitude qu'on soit en Europa League. En Ligue des Champions, ça reste moyen. Mais au niveau du jeu, même si avec l'arrivée de Ronaldo, on s'attendait pas à ce que notre jeu soit flamboyant, il y a toujours aucun circuit préférentiel. Donc on sait toujours pas si on joue en 4-2-3-1, si on joue en 4-3-3, quelles sont les animations offensives, quelles sont les animations défensives, qu'est-ce qu'on fait à la perte du ballon. C'est inquiétant. Contre Villarreal, on jouait en 4-3-3 avec McTominay devant la défense. On sait que c'est pas son registre. C'est plutôt le registre de Matic. Il y a aucune cohérence dans toute dans ce qu'on propose. On fait venir Varane, donc ça veut dire qu'on a 2 défenseurs centraux qui sont capables de pouvoir relancer le ballon proprement. Mais après, arrivé au milieu de terrain, une fois qu'on a Fred et McTominay, ben là, on sait que déjà les ballons n'arriveront pas ou moins facilement vers la ligne d'attaque. Et en mettant encore Pogba sur l'aile gauche, c'est plus possible. Donc là, c'est vraiment inquiétant au niveau du collectif. Et j'ai l'impression que c'est plus une somme d'individualité plutôt que justement un collectif bien huilé. Je suis complètement d'accord. C'est vraiment, en fait, on a empilé des joueurs qui sont bons individuellement, mais on ne leur donne pas de schéma de jeu. Et tu l'as parfaitement illustré en parlant de Varane qu'on a mis là à la place de Lindelof en disant il sera meilleur, partant du principe qu'il sera meilleur, sans même déjà avoir un temps d'adaptation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de vraie concurrence. Quand Varane est arrivé, le poste était pour lui. Et on a fait la même chose avec Sancho en disant c'est bon, on balance un qui semble être meilleur, qui va être meilleur peut-être que Greenwood, puisque Rashford actuellement est pas là. Et d'ailleurs, je pense qu'au retour de Rashford de blessure, parce qu'on sait qu'il a joué aujourd'hui sur le match qu'ils ont joué à huis clos, je pense que ça va clairement faire sauter Greenwood, on va pas se mentir. On va juste choisir quelles sont les individualités les meilleures pour les placer. C'est ce qu'on a fait également avec l'arrivée de Ronaldo. On considère que c'est le meilleur buteur au monde, d'office il vient. Il vient pas dans un système de jeu, non, il vient pour marquer. Et en fait, tu t'aperçois clairement que c'est la stratégie de notre staff, quoi. C'est-à-dire que en gros, tu mets des individualités et t'attends qu'ils sortent une individualité. Tu ne leur demandes pas de créer. Et c'est décevant. C'est ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes un match, c'est une purge. C'est ce qui fait aussi que dans un match, tu peux te retrouver avec 5 buts. C'est 5 individualités qui sont parfaites. Alors, tu as quelques joueurs qui ont une connexion un peu privilégiée, on vient de le dire. Ronaldo, par exemple, et Fernandes qui ont une connexion qui, je dois avouer, m'a surprise parce que si j'ai pas complètement suivi, mais en équipe nationale, ça avait pas l'air d'être si fluide que ça entre les deux. Mais du coup, en tout cas, chez nous, ça l'est devenu, ou ça l'est, et c'était bien caché, mais ça l'est devenu. Mais vraiment, pour aller complètement dans ton sens, on a empilé encore plus d'individualités que l'année dernière, au point de carrément refuser de mettre des individualités sur le banc et les placer n'importe où sur le terrain. Je pense à Pogba. On fait le choix de laisser Pogba sur le terrain, quitte à le mettre pas au bon poste, mais il faut qu'il soit là, quoi. Quitte à le mettre au début du match sur un côté, et qu'en fait tu t'aperçois qu'il passe tout le match au milieu et que le latéral gauche est tout seul tout le match, par exemple. Mais donc ce sont clairement des choix anti-système. Il n'y a pas de terme. On en reparlera sûrement après dans le staff quand on en parlera, mais tout le monde a ce ressenti de cet empilement de stars, parce qu'on peut dire que ça, on a empilé les stars. Mais ce qui me dérange, c'est que notre staff est tellement faible tactiquement, et quand je dis notre staff, je pense surtout à Solskjaer, mais les autres, il y en a certains qui, on parlera après, qui seraient plus facilement condamnables que Macron pour les emplois fictifs, mais on a pris Varane,
c'est toi qui parlais de Varane, on a pris Varane, on a enlevé Lindelof et on a mis Varane à la place. Aucune adaptation. C'est-à-dire qu'on demande à Varane de faire plus ou moins ce qu'on demandait à Lindelof de faire. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On a fait rentrer Sancho, on a pris Sancho qui est, vous savez, je suis sûrement le fan numéro 1 sur le forum de Sancho, je le suis depuis 2 ans et demi à Dortmund. Si le but de Solskjaer c'est de prendre les plus gros talents puis de les faire jouer et de les mettre sur le terrain comme il le fait, ça sert à rien. Laisse-les où ils sont. Parce que ce qu'on fait de Sancho actuellement, c'est de loin pas ce que lui il faisait en Bundesliga. Et ça se voit malheureusement dans ce début de championnat où en fait, on n'a aucune maîtrise collective. Comme tu disais, il n'y a aucune animation offensive et défensive. Moi, j'ai une question quand même, parce qu'effectivement, on met le doigt sur pas mal de choses qui sont largement perfectibles. Est-ce qu'il y a quand même du positif à tirer de ces 10 rencontres là qu'on a disputées depuis le début de la saison ou pas? David De Gea. Moi, je vais un peu nuancer. Je vais d'abord un peu nuancer, sans que ce soit positif, mais je vais un peu nuancer et je laisserai les autres répondre à la question. Le début de saison, pour moi, si je dois faire mon bilan rapidement, je dirais qu'il est amer, parce que clairement, mis à part quelques sursauts, enfin quelques, comme l'a dit tout à l'heure en off Jérémy, des victoires à la dernière seconde ou le 4-1 contre Newcastle qui fait plaisir, mais dans le contenu, c'était pas top. On va se contenter de ça. Mais je nuance dans le sens où les débuts de saison, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. C'est-à-dire que l'année dernière, bon, c'était Covid, c'était spécial, mais on accorde des vacances plus ou moins longues à certains. Par exemple, Cavani, je pense que c'était compris dans le fait qu'il renouvelle, mais il a mis Normal. 6 semaines avant de revenir, alors qu'il avait fini la Copa América bien avant Fred, par exemple. Sancho qui finit en même temps que les autres Anglais, il revient 1 semaine ou 2 semaines après. Moi, je trouve que sur ça, il y a des manquements et c'est dommage parce qu'un début de saison, c'est là où tout le monde doit être prêt, doit être fit. Et j'ai l'impression que sur ça, Olé et le staff bâclent un peu ça et du coup, c'est pas ça qui fait que les matchs sont mauvais. Mais c'est ça qui fait, pour moi, qu'on met plus de temps, si je mets bien des guillemets, à lancer la machine. Collectivement, on est moins bon parce que individuellement, les mecs sont pas au top. Après, collectivement, on n'a jamais été bon. Hein. Ouais, mais je parle surtout, on va dire, les individualités ont plus de mal à porter l'équipe, vu qu'on sait tous que on se repose sur nos individualités. Nos individualités fortes ne sont pas à la top de leur forme. Donc, les mots qui sont multiples dans l'équipe sont plus mis en avant. On a plus de mal. L'année dernière, l'une de notre forces, par exemple, et je finis là-dessus, c'est qu'en deuxième mi-temps, on était, je vais pas dire injouable, mais on sentait qu'il y avait une réelle différence physique en deuxième mi-temps. Cette année, on le voit pas sur ce début de saison, par exemple. Le point positif, oui, Derrea, mais après l'autre entre guillemets autre point positif, c'est uniquement les résultats, puisque comme je dis, au niveau du contenu, ça le fait pas du tout. Et pour rebondir ce que tu disais, moi, ben oui, on peut le prendre globalement. Alors, le retour tardif de certains comme Cavani, moi je pense qu'il faut leur laisser le temps de prendre des congés comme ils veulent, entre guillemets comme ils veulent, pour qu'après ils puissent revenir frais et au top physiquement pour que dans la partie la plus compliquée en février et mars, là on les a au top. Donc que Cavani rentre tard de vacances, que un tel ou un tel Fred, Sancho, qu'ils arrivent longtemps après les autres joueurs, aucun problème. Sauf que vu qu'on n'a pas de schéma d'animation offensive travaillé, vu que le collectif n'est pas assez fort, ben oui, on se repose uniquement sur les individualités et là pour le coup, là ça se voit. Par exemple, un Sancho qui est hors de forme, ben là pour le coup ça se voit. Alors que si collectivement on avait déjà une équipe assez solide, ben ça se verrait un peu moins et son intégration, je pense qu'elle aurait été un peu plus facilitée. Donc c'est un peu ça le sens de ma réflexion. Ben, c'est là où c'est problématique, dans le sens où tu sais que collectivement t'es pas fort et que dès que tu fais tourner ça va pas. Tu sais, normalement en tant que, c'est pas la première année en plus que ça se passe.
t'as pas normalement à laisser des joueurs partir en vacances plus longtemps que prévu. Il faut mettre une date. Ceux qui ont joué l'Euro, la finale par exemple, ils reviennent à telle date. Parce que là encore, cette année, et c'est là le seul point positif que je peux noter, c'est qu'au niveau comptable, on n'est pas largué. On a perdu des points, certes, mais comme vite, les autres en ont perdu aussi, bah, on est encore entre guillemets dans la course. Ça peut aller très très vite. On joue les prochains matchs championnat, Leicester-Liverpool et Tottenham après. Suivant les résultats, si déjà tu perds contre Liverpool, t'es déjà, alors tu seras pas largué, mais à 5-6 points avec le rythme. Et je sais pas si vous avez eu la chance de regarder, parce qu'il y a une chance de regarder Chelsea, Liverpool et City jouer, mais on ne fait pas le même sport. Eux aussi, ils ont des individualités qui sont revenues avec 3 semaines de retard. Hein. Lukaku, il a été signé une semaine après Sancho. Non, après Varane même. Il a été signé tout début août et pourtant il est performant. Et même quand des fois ils le font pas jouer, ils sont performants. Ils ont des collectifs. Vous regardez Liverpool, ils ont eu pas mal de blessés de nouveau. Ils ont joué en attaque avec leur trident habituel. Des fois, ils ont fait jouer Jota. Au milieu, ils ont fait jouer un peu tout le monde. Ils ont leur Curtis Jones, là, je crois que c'est lui qui s'est blessé. Mais bref, ils ont fait jouer un peu tout le monde, mais ils ont un collectif et ça peut rouler. Mais si juste pour finir sur la question d'Eli, le positif, mais je vais quand même mettre un peu de négatif là-dedans. C'est pour moi le seul joueur qui est au top niveau par rapport aux attentes qu'on a, c'est De Gea. J'oublie pas que l'année passée, Solskjaer a attendu de le laisser partir pour la naissance de son premier enfant pour le mettre sur le banc. Ça, j'oublie pas. Donc maintenant, de le voir l'aduler en conférence de presse, on savait que c'était un top gardien. Ouais, quand tu l'as fait partir en Espagne et t'as profité qu'il soit en train d'être à côté de sa femme qui accouche pour le mettre sur le banc et mettre Anderson, moi ça me gêne. Mais sinon, De Gea, très 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 content pour lui. Je vous rappelle qu'il vient d'avoir 30 ans, ou il les a pas encore eu, ou il a 29 ans. Donc il est au prime, il est à son prime. Et comme tu disais Jérémy au début, c'est un nouveau problème à régler parce qu'actuellement tu peux pas mettre Anderson au goal. Merci tout le monde pour vos avis. On revient dans quelques secondes avec un nouveau sujet. Deuxième partie de notre 13e podcast Manchester Divers. On va un petit peu parler, après avoir fait le bilan de ces 10 premiers matchs de la saison, des choix qui ont été faits par le staff en termes de composition, en termes de système de jeu. Ole avait pas mal parlé cet été a priori d'un éventuel passage en 4-3-3 qui s'est pas fait. Clairement, on est toujours sur un 4-2-3-1 avec deux milieux entre guillemets récupérateurs, relayeurs, un peu quelque chose d'indéfinissable finalement, surtout quand on voit qu'ils gardent pas beaucoup leur position finalement, mais ça on va y revenir. On est reparti sur un duo Fred McTominay. On a certains joueurs qui jouent toujours pas suffisamment alors qu'ils pourraient avoir plus de temps de jeu. On se retrouve de nouveau avec Pogba à gauche alors qu'on a acheté quand même un ailier cet été qui joue pas beaucoup. Vous, votre point de vue sur ça, c'est quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix qui sont faits par le staff? Est-ce que vous feriez les choses différemment? Comment vous jugez finalement ce qui se passe dans le vestiaire de ce point de vue-là? Alors moi personnellement, je suis pas forcément d'accord avec les choix qui ont été faits jusqu'à présent. Comme tu l'as bien dit, on a parlé cet été du fameux 4-3-3. Ole, d'après les rumeurs et les infos qu'on a eues, Ole a parlé aux joueurs et leur a dit qu'il y aura sûrement un passage en 4-3-3 à prévoir. Ça fait maintenant 10 matchs. On arrive à octobre. On n'en a pas senti l'odeur encore. Concernant les choix de compo, moi, je pense que tout le monde sera un peu d'accord là-dessus, mais le duo McFred, ça peut plus continuer. Là, je vais parler un peu de mon avis personnel, mais pour moi, il y a un seul milieu qui doit être titulaire, qui doit absolument jouer, sachant qu'on n'a pas réussi à recruter, et qu'on n'a absolument pas trouvé de très bons milieux, entre guillemets, dans notre effectif, c'est Matic. Je suis un des fervents défenseurs sur le forum, mais pour moi, Matic, c'est le milieu qui nous apporte le plus de stabilité défensive. Le problème, c'est que le peu de fois où il joue,
il n'est pas forcément bon. Il y a des matchs où il est bon. C'est Olé n'a clairement pas confiance en lui, donc il n'arrive pas à enchaîner. Après, le problème de l'âge, est-ce que c'est réellement un problème? Moi, je pense que justement, il a mis la sélection de côté, donc ça pourrait quand même être une solution en attendant d'acheter quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'utilisation de Pogba sur le côté gauche, c'est vrai que c'est pas le mieux, mais après, est-ce que c'est pas un problème de qualité d'effectif? Le problème, c'est vu qu'on est sur une dynamique où c'est clairement les individualités qui nous sauvent et que Pogba n'apporte pas forcément toutes les garanties défensives. Je pense qu'il le met pour pas le mettre sur le banc, je pense. Pogba, en tout cas, il le met vraiment à gauche pour pas le mettre ni milieu. Et il peut pas se priver de le mettre sur le banc puisque c'est un gros ego, donc il veut pas forcément de problème à ce sujet. Je dirais que c'est même plus qu'il veut pas de problème, c'est que je pense que clairement là, le fait que Pogba soit aligné quasi indépendamment de ses prestations, qui en plus avait bien démarré mais a clairement chuté depuis quelques matchs, c'est que clairement au milieu il y a sa négociation de contrat qui est toujours là, puisque sinon il part gratuitement à la fin de la saison. Et que malgré le fait qu'on ait un joueur qui ne va pas prolonger, on continue à avoir un coach qui souhaite l'aligner à tout prix et organiser une partie du jeu autour de lui, au point de déséquilibrer complètement notre milieu en mettant Pogba, comme ça a été dit, à gauche. Pogba qui en plus dézone, qui ne respecte pas son couloir. Donc en fait, clairement, il est mis à gauche pour être sur le terrain, pas dans un dispositif tactique, puisque quand on regarde après ses stats, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus central. Sans pour autant qu'il soit compensé par les deux en place qui pourraient à la limite intervertir et prendre son couloir. Donc on a un jeu qui est complètement à la fois déséquilibré et qui repose donc sur des individualités qui sont au milieu, celles de Pogba et Fernandes. Et tu sens que derrière McTominay et Fred, c'est pour essayer de limiter la casse, pour essayer de pas prendre de but. Sauf que ce qui me dérange, c'est que sur les 20 derniers matchs, on a encaissé 26 buts. C'est énorme. Donc on a clairement un problème qui est pas tant défensif au niveau de la défense, parce que sans être exceptionnelle, elle est correcte. On a en plus un De Gea cette année qui est clairement à un niveau qui était le sien il y a 3 ans. Et donc on a clairement le problème vient vraiment du milieu et de ce déséquilibre qui laisse des trous et on se fait perforer à la moindre contre-attaque comme une équipe qui n'est simplement pas organisée en fait. Mais si je reviens rapidement sur le cas Pogba, ça serait pas entre guillemets dérangeant si tu voyais qu'il y avait un travail tactique, par exemple, Pogba en faux meneur de jeu côté gauche, avec Shaw qui prend le couloir, mais même ça on le voit pas. Donc dans ce cas précis, oui, c'est problématique parce qu'il n'y a rien de travail en fait. Tu sens vraiment qu'il le met à gauche, enfin il le met sur le 11 de départ pour ne pas le mettre sur le banc. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mohamed. Et Jérémy, je suis aussi d'accord avec toi. Mohamed, je suis d'accord avec toi sur la partie Matic, où c'est clairement le 6 c'est le seul 6 qu'on a. Je l'avais dit dans le précédent podcast, quand on a démarré la saison, avec le recrutement qu'on avait fait, moi j'étais plutôt enthousiaste, puisque je me suis dit, Varane apportera aussi de la variété et on va plus essentiellement sortir les premiers ballons avec Maguire. Parce qu'on savait qu'avec Lindelof, c'était un peu compliqué, même si il a quand même une bonne qualité de relance. Mais je pense que Varane apporte aussi cette assurance dans la relance. Pour le moment, on l'a pas forcément trop vu. Mais moi, c'était... Quand même, hein. On a vu quelques belles transversales du droit du gauche de Varane. Donc mais je pense qu'on peut voir un peu plus. Pour le moment, je suis encore un peu sur ma faim concernant Varane, à la fois sur le plan défensif et à la fois au niveau technique. Mais pour en revenir à Matic, oui, c'est le seul profil que l'on a. Et je pense que Olé voulait installer un milieu à 3, donc avec une pointe basse et 2 milieux relayeurs. Et surtout qu'on a les profils types des milieux relayeurs qui sont Pogba qui joue axial gauche et Fernandes qui peut jouer axial droit. Sauf qu'il n'a pas confiance en Matic pour diverses raisons, peut-être liées à l'âge, peut-être au physique, mais quand bien même il manquerait de physique. Moi, je pense qu'il est tout à fait capable de jouer 1 heure à très haut niveau. Donc, il peut jouer 1 heure à très haut niveau
on fait le résultat, et à ce moment-là, on peut le remplacer par soit Fred, soit McTominay, soit Van de Beek, et on voit en fonction de la physionomie du match. Et pour le cas Pogba, c'est clairement une solution politique. Donc je suis d'accord avec toi, Jérémy. Il le met à gauche, ben c'est uniquement parce qu'il est obligé de le mettre. Enfin, il se sent obligé de le mettre et que de le mettre dans un double pivot avec, par exemple, avec McTominay, on sait qu'il n'apporte pas les garanties défensives et donc aucune stabilité au milieu de terrain, ce qui fait que la défense va prendre des vagues et on va essentiellement taper sur la défense. Sauf que au milieu de terrain, ça va pas forcément. Donc la problématique est assez compliquée pour Ole, à mon sens, parce que pour construire son milieu de terrain, il a beaucoup de profils entre guillemets relayeurs, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes et Van de Beek, et il a qu'un seul profil de numéro 6 devant la défense, qui est Matic. Et il ne l'aligne pas pour X raisons que l'on connaît pas forcément. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que je pense qu'il est à fond sur Declan Rice et que une fois qu'on aura ce vrai 6 devant la défense, capable aussi de pouvoir relancer les ballons, relancer proprement, ben là ça sera un peu mieux. Tu as parlé de Van de Beek. On sait que c'est un sujet un peu chaud puisque le joueur continue à être quasiment pas utilisé. On sait que cet été il y a eu une discussion très forte avec l'agent du joueur où l'agent du joueur a reprécisé que Van de Beek n'était ni un joueur de coupe ni un joueur de poule de championnat, tout ce qu'on a vu cette année clairement, parce que je crois qu'il a joué que 2 matchs et c'était en coupe et en poule de Ligue des Champions. Donc on est sur l'inverse de ce qui avait été annoncé, ce qui laisse remonter ce qui a été dit précédemment sur le fait que le coach se repose sur des individualités. Et quand on pense à ça, plusieurs choses me gênent. Déjà, du coup, l'utilisation qu'on ne fait pas de Van de Beek et qu'on devrait essayer, parce que pour mémoire quand même, Van de Beek et Matic sont ceux qui sont arrivés le plus en forme en début de saison, parce qu'ils ont énormément travaillé sur l'intersaison quand les autres étaient en coupe avec leur équipe nationale et carrément en repos après. C'était les 2 joueurs forts à la reprise qui pourtant ont été écartés les 2 dès le premier match. Donc c'est assez injuste de s'apercevoir que le coach joue vraiment sur l'individualité et non pas le niveau du joueur au moment T. Un deuxième joueur en fait qu'on n'évoque jamais et est en train de pâtir également de ça, c'est Cavani. Qui est en train de se passer avec Cavani, moi personnellement me dérange parce que j'entends Ronaldo qui revient et du coup à qui on ouvre toutes les portes. Mais avec la saison qu'a fait Cavani, c'est impossible de s'en passer. Et quand je vois qu'on s'entête à mettre Pogba à gauche simplement pour le faire rentrer dans la feuille de match, je me dis à la limite le coach qui est borné et qui veut absolument garder McTominay et Fred, pourquoi est-ce qu'on tenterait pas par exemple d'enlever Pogba à gauche pour mettre Ronaldo à gauche et mettre Cavani en pointe? Et bien sûr en laissant Martial sur le banc, pas besoin d'essayer de forcer ces derniers temps pour le faire jouer. Je pense que quitte à avoir un déséquilibre, puisque c'est ce qui se passe en mettant Pogba à gauche, je préférerais que le déséquilibre provienne de Ronaldo en gardant un joueur comme Cavani en pointe. Je rebondis là-dessus, je me permets. Franchement, Cavani, je serais d'accord avec toi si on avait été au mois de décembre, janvier. Le problème, c'est comme je l'avais dit, comme je l'ai dit en première partie, c'est, je pense, lié au fait qu'il est arrivé tard de vacances. Il est revenu tard de vacances. Il a profité de vacances prolongées. Il était à court de forme. Il s'est blessé, je crois, pendant un match à huis clos contre Burnley. Donc, ça a retardé aussi son retour à 100%. Je pense pas que, pour le coup, Cavani, là, c'est lui qui fait les frais, on va dire, du retour de Ronaldo. Il en fait les frais, c'est sûr. Mais c'est surtout pour l'instant qu'il n'est pas totalement fit, je pense. Oh, je l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé plutôt affûté, moi, au contraire, que ça soit quand il a débuté ou quand on l'a fait rentrer sur le dernier match en fin de match où il s'est procuré des belles occasions. Pour rappel, c'est le seul 9 qu'on ait qui est capable de faire des mouvements de numéro 9 et que je pense que aligné avec un joueur comme Ronaldo et Fernandes derrière lui, on sait que ça fonctionne. Déjà, on l'a vu l'année dernière quand il a recommencé à trouver du rythme. On a vu que ça fonctionnait. Et on a forcé, je rappelle, lui aussi pour le garder. Il voulait peut-être pas à la base faire sa 2e année. Le coach a énormément forcé pour le garder, comme il a fait avec Van de Beek, donc d'empêchant de partir à Everton à l'intersaison. Et que au final,
Enfin, tu t'aperçois finalement que le coach force pour garder un effectif large, mais pas forcément un effectif à utiliser. Quand il te dit que la saison va être longue et que du coup il fait allusion aux coupes nationales pour faire jouer certains joueurs et que tu vois on est déjà écarté d'une de ces coupes nationales. Actuellement, j'aimerais pas trop être un de nos joueurs sur le banc parce que je pense qu'en termes de motivation, c'est pas exceptionnel. Après, pour Cavani, je pense pas qu'il. Oui, bien sûr, il fait les frais de l'arrivée de Ronaldo, mais je pense que le temps de jeu sera assez partagé et que mettre Ronaldo à gauche, ça peut être une solution, mais il faudra un milieu très costaud parce qu'on sait qu'il va pas toujours faire les replis défensifs et je pense qu'à son âge, faudrait pas qu'on lui demande de faire ces replis défensifs là parce qu'on a besoin de lui clairement dans les 30 derniers mètres et qu'il soit frais. Et je me dis que si on a à la fois Ronaldo et Cavani déjà sur le terrain, ben, en solution, par exemple sur le banc, si ça se passe mal, je me dis pas qu'un Martial va apporter plus qu'un Ronaldo ou plus qu'un Cavani. J'aurais un peu moins de doute. Peut-être qu'un Greenwood pourrait apporter, mais j'aurais un peu de doute sur Martial. Donc je me dis que faire une rotation entre Ronaldo et Cavani, je trouve que pour le coup c'est assez sain. Le vrai problème c'est à gauche, puisque en mettant Pogba à gauche, ben, on est totalement déséquilibré. Et je suis bien d'accord avec toi sur le milieu Matic et Van de Beek qui sont arrivés les plus frais et en début de saison. Et au final, les mecs ne jouent pas et se contentent de coupe nationale. Pour moi, c'est complètement du manque de respect. Parce que ils étaient performants et surtout le match contre Everton en pré-saison où ils ont fait un très gros match tous les deux. Je suis désolé, mais Van de Beek, sur le peu qu'il a montré, il me semble qu'il a tout à fait le niveau pour pouvoir jouer dans ses équipes. Van de Beek, le pauvre, c'est que le peu de fois où il joue, il montre des choses intéressantes. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas récompensé par ça. C'est ça. Et pour parler enfin, je rebondis sur ce que tu dis concernant le côté gauche. Le problème, il va vite être réglé quand Rashford va revenir, je pense. Et du coup, alors je partage ton avis c'est ce que je voulais répondre à Damas sur l'arrivée de Rashford. Et quand j'entends que le temps à l'attaque va être partagé entre Cavani et Ronaldo, je vous rappelle que du coup, il faudrait y caler Greenwood également. Greenwood qui est pas mal utilisé en neuf. Et je crois vraiment que le joueur qui va en faire les frais, c'est Cavani. On verra, l'avenir nous le dira, mais je pense qu'entre le temps de jeu qu'il y a eu l'année dernière, j'annonce que cette année, il en aura moins. Et pourtant, je pense que intrinsèquement, c'est le meilleur neuf qu'on ait. Oui, c'est sûr. Après, je pense que déjà, tu vois bien qu'avec Cavani l'année dernière, Greenwood jouait quand même à droite et Martial, entre guillemets, passait avant Greenwood en neuf. Là, je pense vraiment que tu auras Cavani, Ronaldo en neuf, Greenwood, Sancho à droite, Rashford, Martial à gauche. Je pense vraiment que ce sera ça, entre guillemets, les postes, enfin, les postes titulaires avec la doublure. Cavani, je rebondis vite fait là-dessus. Je pense pas qu'il y aura un problème avec lui parce que, entre guillemets, contrairement à Van de Beek, il a un statut plus important. Donc c'est plus difficile de le laisser sur le banc. C'est plus pour Van de Beek que je me fais du souci et qu'il commence clairement à perdre patience. On l'a vu avec son petit jet de chewing-gum là. Et je crois qu'il y a eu une petite interview derrière moi. Il a laissé paraître qu'il ferait peut-être un forcing pour partir en janvier si vraiment la situation ne s'améliore pas. Le problème, c'est que y a des promesses qui sont pas tenues. Donc, comme tu as dit, on fait le forcing pour regarder Cavani. Pour l'instant, il joue pas beaucoup. Je pense que ça va aller mieux. Et Van de Beek, clairement, il faut qu'il joue, sinon il va vraiment chercher à partir. Et il me semble que son problème, il y aura toujours pas de solution à son problème puisque en décalant, avec le retour de Rashford, Pogba ne jouera plus à gauche. Donc ça fera encore une personne supplémentaire dans l'entrejeu. Donc là, ça fera encore moins de temps de jeu pour Van de Beek. Donc lui, c'est vraiment lui qui fera les frais de tout ça. Et Cavani, comme tu l'as dit, Mohamed, il va tourner avec Ronaldo, Greenwood va tourner avec Sancho et Rashford va tourner avec Martial. Je pense que c'est ce qu'il va utiliser. Quand vous dites que Cavani va tourner avec Ronaldo, vous voyez vraiment Ronaldo jouer qu'un match sur deux?
Vous voyez vraiment Ronaldo sortir avant qu'on mène par au moins 2 ou 3 buts? Est-ce que ça peut pas forcer la main à un changement de système, justement, là, pour le coup? Si tu as les deux à 100%, sachant que Ronaldo, son statut, lui, c'est titulaire 90 minutes chaque match. Sur les 3 dernières années, qu'est-ce qui a forcé la main au coach quand tu sais qu'on a certains joueurs qui ont même joué blessés plutôt que de faire tourner? Ah oui, ça, clairement. Donc je reste de l'avis qu'il va clairement en pâtir. Enfin, je veux dire, vous avez vu la réaction de Ronaldo quand il le fait sortir il y a 2 matchs? Il le fait sortir à un moment donné. La réaction de Ronaldo qui apprécie pas, carrément, ils en parlent en conférence d'après-match. Ah non, j'avais pas fait attention. Si. Bah, après, il a toujours été comme ça. Il n'aime pas sortir. C'est normal. C'est son caractère. C'est pas une critique, mais je vois pas comment je me mets à la place de Cavani. Je vois pas comment je me dis que je vais me faire une bonne saison cette année. C'est pas en rentrant à la 84e quand on perd d'un ou deux buts que je me dis que l'avenir va être bon. Hein. Mais est-ce que Ronaldo peut enchaîner les matchs tous les 3 jours? Bien sûr, la réponse elle peut sembler évidente, mais à son âge, est-ce que c'est pas mieux de l'économiser et par exemple, comme le fait Ole en ce moment, un match il le met et il peut jouer 70-80 minutes et le match d'après il le fait pas débuter, il le fait rentrer juste après. Je pense je pense que c'est une solution un peu politique. Il va la jouer comme ça, je pense. Adama, l'économie, elle est vite fait. Hein. On a déjà joué 2 matchs de poule en Ligue des Champions. Donc déjà, il reste pas beaucoup de matchs, on va dire entre guillemets, inutiles. Et on est déjà sorti d'une coupe. Donc les nombres de matchs qui permettent de faire tourner sur toute la saison, je vous rappelle qu'on parle de toute la saison, ils tiennent sur quoi? Sur 10 matchs? Même pas? C'est-à-dire que de l'autre côté, il y en a 50 à jouer. J'ai même envie de te parler d'un autre joueur qui peut me permettre, si on a encore un peu de temps. C'est Lingard. Je sais pas si vous avez suivi un peu les infos, jusqu'au dernier jour du mercato, on parlait d'un possible retour à West Ham. Et en début de saison, quand le mercato a été clôturé, on a clairement eu une info comme quoi Ole a décidé assez tôt de vouloir le conserver. Le problème, c'est que si tu décides assez tôt de le conserver, tu vois qu'il a fait un prêt très réussi à West Ham, qu'il est de retour du coup en très grande forme, que ce soit au niveau technique, au niveau de la confiance et dans la tête. Si tu le gardes, fais-le jouer. Comme lui, le match justement à West Ham où on se fait éliminer, les deux mecs pour moi qui sortaient du lot, c'était clairement Lingard et Van de Beek. Ah ben c'est évident. Mais d'ailleurs, dans cette hiérarchie, en fait, je pense que cet été, on aurait dû faire des pieds et des mains pour se débarrasser de Martial. Alors je sais, j'aime pas le joueur, ça rentre pas en ligne de compte, indépendamment du fait que je l'aime pas. Dans la hiérarchie, en termes de forme et d'efficacité, pour moi, cette saison, il est derrière Lingard. Donc, à quel moment tu gardes un joueur comme Martial pour être en troisième solution à son poste? Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Surtout pour un coach qui est réputé à peu faire tourner. Si encore on avait un coach qui est réputé pour utiliser 25 joueurs de manière intensive par saison, pourquoi pas? Mais là, clairement, quand tu vois la manière dont on fait tourner, enfin, quel est l'intérêt? Je m'incline, tu as tout à fait raison. Du coup, les gars, j'avais juste une petite question pour finir là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'avec le retour de Rashford, tout, tout effectif, on va dire, à 100% de leur forme, vous pensez qu'il y aura un changement de système, un changement de compo ou pas forcément? Honnêtement, j'aimerais, mais j'y crois pas. Donc la réponse est non, dans le sens où je pense pas que le coach changera. Pourtant, j'aimerais qu'on change de système, puisqu'on a un système qui, de toute façon, à mon sens, ne fonctionne pas, puisque les matchs déjà passés vont, à mon sens, de ce côté-là. J'aurais aimé nous voir passer en 4-4-2, pour être très exact, en 4-4-1-1, c'est-à-dire que jouer avec un 9,5, comme on a su faire fut une époque quand Rooney était assez polyvalent. Dans le poste de ce Rooney-là, moi, j'y verrais très bien Fernandes, c'est-à-dire en fait en premier attaquant, mais reculé derrière le deuxième, donc clairement en 4-4-1-1. La pointe, eh ben, vous choisissez entre Ronaldo et Cavani qui devrait y être, mais si on veut être parfait, à mon avis, Cavani serait meilleur, mais bon, clairement, on sait que c'est Ronaldo qui a la carte. Et derrière lui, tu peux choisir effectivement 2 joueurs et revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en mettant Matic et le joueur de votre choix à côté de lui. Avec 2 ailiers qui savent faire le piston et qui savent apporter le danger et surtout le surnombre et qui sont un minimum de repli défensif en gardant nos têtes derrière. Moi, c'est ce que j'aimerais voir, mais je m'y attends absolument pas. Bah, c'est un peu ce qu'on a, entre guillemets. On a un 4-2-3-1, donc enfin,
Genre, un 4-4-2, pour moi, c'est deux avant-centres purs, tu vois. Actuellement, on n'a pas des gens qui font le piston sur le côté. Hein. Actuellement, on a Ça, c'est nos sûr. Et on n'a même latéraux pas. qui font le piston. Et dans ton 4-2-3-1, en fait, dans ton 3 à gauche, je te rappelle que Pogba tient pas son poste. Donc le 4-2-3-1, il est sur le papier avant de lancer le match parce que, en fait, le journaliste Sky Sport, ils savent pas mettre Pogba au milieu parce que du coup, les ronds, ils se chevauchent et on lit plus très bien les noms dans les ronds. Mais en vrai, au moment de jouer, c'est pas du tout ce qu'on voit sur le terrain. Je sais même pas si on utilise un système. Bah, c'est ça. Et puis même les latéraux, pour moi, ne font pas réellement leur vrai taf, hein, en laissant un peu limité, un peu bridé. Mais bon, je pense que, comme tu l'as dit, et je pense qu'on peut conclure là-dessus, on s'attend et personne s'attend à un changement de système, peu importe les joueurs qu'on a à disposition, qu'ils soient fit ou pas, ou blessés ou pas. Moi, je rêverais d'un 4-4-2. Mais par contre, Bruno, quelle serait sa place? Parce que là, tu dis dans un 4-4-1-1, et il occuperait la place du second attaquant. Ça équivaut en fait au 4-2-3-1. Et moi, je le verrais plus, entre guillemets, dans les deux du milieu, mais il faut quelqu'un d'assez costaud pour l'accompagner parce que sur les replis défensifs, il faut vraiment être très costaud. Non, Et justement pas. Comme je te disais, moi je le vois vraiment en 9,5, c'est-à-dire qu'en fait il est en léger retrait de la surface, enfin sur le papier parce qu'après on sait que ça bouge, mais sur le papier il est en léger retrait de la surface avec deux milieux derrière lui. C'est justement là pour qu'il n'ait pas à faire tant d'efforts au niveau du repli défensif. Rooney, pour ceux qui ont un peu de mémoire, l'a fait pendant un paquet d'années. On jouait avec ce qu'on appelait ce poste hybride de 9,5 où il faisait il avait une grosse activité centrale et où au final ça marchait bien et franchement Fernandez il a les qualités pour le faire. Il court même si il est pas large physiquement, il court, il a un gros volume, il a une bonne frappe de loin et il sait être dans la surface en jouant beaucoup plus fin. Il a des qualités pour le faire quoi. Je veux dire, il a pas Scholes l'a fait, Rooney l'a fait, il est dans la même lignée en termes de qualité au niveau de son jeu, il saurait le faire avec un coach qui sait lui expliquer. Mais est-ce que c'est parce qu'on a déjà dans le sens où dans le cas de 3-1, dans la position numéro 10, là ce que toi tu voudrais c'est que derrière lui il ait un Matic et pourquoi pas un Van de Beek. Donc Un Van de Beek ou même un McTominay parce que tu pourrais faire aussi une paire avec McTominay Matic ou Van de Beek Matic, mais surtout la différence sur un 4-4-1, enfin sur un 4-4-1-1, c'est que du coup tu aurais des dédoublements sur le côté entre le latéral et l'ailier qui joue son vrai rôle d'ailier, c'est-à-dire que son job c'est d'effacer et de centrer, c'est pas de courir pour repiquer au centre comme fait typiquement Rashford et comme le fait un petit peu Sancho. Pas autant que Rashford, je précise. Sancho a tendance à un peu moins le faire. Le problème qu'il y a, c'est que Sancho, quand il le fait, il est seul, il n'y a pas de dédoublement. Donc, en fait, au bout d'un moment, il se retrouve à l'arrêt avec le ballon sans possibilité d'effacer son vis-à-vis. Donc, justement, la différence avec le 4-4-1, ça va être le champ que vont avoir les latéraux, parce que dans un 4-4-1, tu ne joues pas de manière centrale. Tu passes par tes côtés. Tout l'intérêt, en fait, du système réside par le fait de passer sur les côtés. Et nous, la seule fois où on a su passer sur un côté, c'est quand on avait un show qui marchait sur l'eau et qui était capable à lui seul de faire le boulot de deux joueurs. Il a su le faire une saison. Même cette saison, ça revient pas. Je veux dire, à un moment donné, j'aimerais bien voir un jour dans ma vie un dédoublement entre le latéral et l'ailier. Ça me ferait plaisir. Hein. Ça me rappellerait un peu le football. Et j'irai pas juste un jeu en triangle parce que là, il faut pas déconner, ce serait trop demandé. Mais vraiment, à minimum, un dédoublement, ça ferait plaisir. D'accord, là je comprends beaucoup mieux. Effectivement, ça c'est bon. Là, on pense tout de suite à Ferguson. Mais bon, on va arrêter d'être nostalgique. Et du coup, il nous faut les latéraux. Shaw, s'il est dans une bonne forme, ok. Mais Van Bissaka, sa qualité première. Pour du dédoublement, ça va pour dédoubler. Même Gary Neville, il le faisait, faut pas déconner. Pour un dédoublement, la seule chose qu'on te demande, c'est d'accélérer et de faire la passe au bon moment. On te demande pas de centrer. T'as Dalot aussi qui est largement meilleur offensivement, après qui a moins de garantie défensive certes, mais dans ce système de 4-4-2 plutôt offensif, Dalot, c'est pas mal en termes de centre. Hein. Comme on disait en off, pour être entièrement honnête, je sais qu'en ce moment la mode est une défense à 3 et des 4-4-3, mais pour rappel, je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple récent. Galtier a gagné avec Lille en 4-4-2 et certaines équipes en haut de classement actuellement, peut-être pas premier, mais sur le podium actuellement ou dans les 5 premiers, jouent en Ligue 1, jouent également en 4-4-2.
et ça fonctionne. Je veux dire, le football, les règles n'ont pas changé ces 40 dernières années, même s'il faut savoir innover. Il y a aussi certaines choses qui marchent, qui actuellement sont délaissées par effet de mode, mais qui en réalité peuvent fonctionner quand tu sais les mettre en place. Et même à Nice, ils jouent en 4-4-2 Gatchi, ça marche fort sur ce début de saison. Donc comme quoi, il suffit de bien bosser et que ça peut marcher, peu importe le système, j'ai envie de dire. On va en profiter, ça va faire la transition avec la suite. On revient dans quelques secondes. On a pas mal parlé de ce qui s'est passé depuis le début de la saison, on a parlé du système de jeu, on a parlé des choix qui sont faits en termes de joueurs alignés sur le terrain, de comment cette gestion humaine est faite finalement. Et on n'a pas tant parlé que ça finalement paradoxalement de notre staff. Ole Gunnar Solskjaer, voilà, qui est un joueur qu'on a tous adoré je pense, a été prolongé cet été là jusqu'en 2024. Mike Phelan a prolongé la semaine dernière jusqu'en 2024 aussi. Pour Michael Carrick et Kieran McKenna, ce serait en cours. Donc clairement, il y a une confiance du board envers ces personnes-là pour emmener United dans la bonne direction. Mais c'est une confiance qu'on retrouve de façon plutôt mitigée finalement chez les supporters. Il suffit de voir en fait ce qu'on lit sur notre forum pour voir que les avis sont partagés. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez finalement de tout ça? Est-ce que vous avez confiance aujourd'hui dans notre staff qui est là depuis, je le rappelle, quand même 3 ans là cet hiver pour aller plus loin, ou est-ce qu'on pense qu'on a atteint nos limites et qu'il faudrait passer à autre chose? En début de saison, lorsque on a démarré la saison, j'avais une grosse confiance. Je me disais, avec les recrues et l'arrivée aussi du préparateur pour les coups de pied arrêtés, désolé, j'ai pas son nom, je me disais, le coaching staff aurait, comment dire, j'avais une confiance dans le staff. Là, après 10 journées, ça commence à être dur. Moi, je suis plutôt un all-in, mais là, ça commence vraiment à être dur et les arguments commencent un peu à être difficiles. J'en parle souvent, soit avec des amis ou des personnes à l'extérieur. J'ai plus beaucoup d'arguments en fait pour le staff. En soi, sur Olé, sur son bilan global, moi je suis plutôt entre guillemets satisfait. Satisfait pourquoi? Parce que on voit une progression d'année en année, pas dans le jeu, mais en termes de résultats, on a une progression. Ça, on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever également qu'il a un record de matchs sans défaite à l'extérieur. Ça aussi, on peut pas lui enlever. Maintenant, au niveau de son staff, parce que lui, comment il fonctionne, enfin de ce qu'il a dit, lui s'occupe principalement de la partie entre guillemets managériale et au niveau tactique, il laisse ça à ses adjoints. Et donc là, ce qu'on voit sur le terrain, ça pose quand même des questions. Donc ça pose clairement les questions de Carrick, McKenna ou de Mike Phelan. On se dit, en voyant l'équipe évoluer, on se dit, qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Est-ce qu'ils travaillent réellement certains systèmes, certains schémas, certains circuits? On se pose vraiment des questions. Et donc là, on sentait, après cette série de mauvais résultats, on sentait un vent d'olé out venir. Et je pense que le board l'a bien compris et a annoncé très rapidement les futures prolongations des adjoints. Donc ça veut dire qu'ils ont complètement confiance en Olé. Je garde quand même une confiance en lui, mais on va dire que c'est du 55-45. Je suis plus dans du 70-30. Mais il va falloir sérieusement redresser la barre. Et de toute façon, la saison n'est pas finie. Et moi, je pense qu'il faut rester jusqu'à la fin de saison. Et comme on dit, c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens.
Déjà, ça fait peur parce que quand tu commences ton argumentaire en étant all-in, alors je vais de suite donner ma position, je suis pas all-out, mais je suis pas all-in. Actuellement, j'ai pas d'avis. Mais par contre, quand tu commences à dire que on a recruté quelqu'un pour travailler les coups de pied arrêtés et que notre système sur coups de pied arrêtés n'a absolument pas changé, c'est-à-dire que tu as toujours des joueurs en queue leu sur des corners, moi ça me rend dingue. Je sais pas ce qu'on fait là en mettant les deux défenseurs plus McTominay quand les trois ils sont l'un derrière l'autre. Je comprends pas la plus-value, surtout quand on voit que ça ne marche pas. Enfin, à un moment donné, change, essaye autre chose et que du coup tu te dis, mais on a recruté un mec et en fait rien n'a changé. Et ce raisonnement est encore plus global parce que j'ai lu deux nouvelles qui sur deux sujets différents mais qui concernent nos coachs. Premièrement, il y a Nicky Butt qui donc a entraîné chez nous en équipe première, mais surtout chez les jeunes, qui a fait une interview en disant que quand Kenna est arrivé, ça a été une bouffée d'air frais. Je rappelle que Kenna est arrivé sous la milieu fin de Mourinho. Je sens pas la bouffée. Enfin, je sais pas vous, je vois pas à quel moment ça a été une bouffée d'air frais aussi bien tactique qu'au niveau des joueurs. Donc déjà quand j'entends ce genre de choses, c'est quand même assez curieux. Olé, il a sûrement ses limites, mais c'est des limites qui pourraient être pas forcément gênantes parce qu'on sait quand même qu'il sait tenir son groupe. Il a au moins cette qualité-là. Et je pense que s'il était mieux entouré, il y a certaines choses qui se passeraient beaucoup mieux. Je comprends pas comment ces adjoints pètent pas un plomb quand les remplacements se font pas ou qu'on les fait à la 85e minute, dans un premier temps. Et si on revient sur ce que tu disais, Adama, sur le fait que le board envoie un message fort en prolongeant Ole Gunnar, j'ai quand même une arrière-pensée qui me demande si c'est vraiment du sportif. Pour, je sais pas si vous avez vu passer l'info ou pas, on a cédé pour je ne sais plus combien de millions une partie du club en bourse qui s'est faite juste après l'arrivée de Ronaldo parce que le club a pris pas mal sur le marché boursier. Et honnêtement, le fait d'annoncer la prolongation du coach quand statistiquement tu as terminé deuxième l'année passée, en fait, c'est juste un moyen de rassurer l'investisseur. Et malheureusement, j'ai un petit peu peur que la prolongation du coach, ça soit plus une décision économique qu'une réelle décision sportive. Donc, je suis assez sceptique. Je suis vraiment assez sceptique. J'aimerais vraiment que, pour pas être un all out, en fait, il faudrait commencer. En fait, je serais un de ses adjoints out. J'aimerais vraiment qu'il renouvelle son staff de proximité pour voir si ça change quelque chose. Et si ça change rien, ben à ce moment-là, je viendrai peut-être un all out. Ouais. Moi, je suis partagé. Oui, comme je dis, ouais, je reste. Enfin, quand je dis all in, oui, je reste quand même all in pour pas dire ni oui ni non. Mais en fait, la question que je me pose, c'est quelle est sa philosophie de jeu? Parce que oui, c'est bien beau de dire attacking football, ok. Mais quelle est sa philosophie de jeu? Moi, après 3 ans, je comprends toujours pas la philosophie de jeu. Donc, je veux bien qu'il laisse entre guillemets le travail tactique à ses adjoints, et que apparemment McKenna soit un crack. Mais moi, en termes de ressenti, encore une fois, dans le jeu, je vois rien. Je vois pas de circuit, que ce soit défensif ou offensif. Les mecs, ne serait-ce pour déclencher un pressing, bah, ils courent comme des poulets sans tête. Ronaldo va courir dans un sens, Bruno va courir dans un sens. Il y a aucune coordination. Et même quand on a le ballon, c'est le milieu excentré a le ballon, on le laisse faire une différence et on attend qu'il centre, et au petit bonheur la chance si Ronaldo tombe dessus. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui travaille à l'entraînement, parce que c'est pas ce que je vois sur le terrain. Globalement, je suis pas pour qu'on vire Olé, et comme je le dis, les arguments commencent à un peu être compliqués à trouver, parce que je vois aucune progression. Et pour moi, je me dis vraiment, il faut le laisser jusqu'à la fin de saison et de faire le bilan. Et pour moi, cette saison, on doit gagner un titre. Et pas, entre guillemets, n'importe quel titre. Pour moi, on doit être champion. Et si on n'est pas champion, faut vraiment que l'équipe qui sera championne ait été exceptionnelle. Parce qu'avec l'effectif que l'on a, bien sûr, en termes d'effectif et de collectif, il y a des équipes qui sont devant nous comme Manchester City ou Liverpool.
Ça me fait mal de le dire, mais c'est vrai. Chelsea. Chelsea, je suis pas si convaincu que ça. Très sincèrement. Je suis pas si convaincu que ça qu'il soit... Oui, collectivement, la façon qu'il joue, oui, bien sûr, là, c'est bien sûr au-dessus. Mais je suis pas persuadé qu'il soit meilleur que nous. Je pense que si on avait justement ce fond de jeu propre à notre équipe, ben Chelsea ne serait, on ferait pas passer Chelsea pour une machine. J'ai une question parce que du coup, avec cette réflexion, enfin, moi, il y a un truc qui me vient de suite à l'esprit. Tu dis, on n'a pas le meilleur effectif de première ligue. Ça s'entend. Je suis assez d'accord, mais ça se défend. Mais je suis d'accord, je pense, ça se défend. Mais si de l'autre côté, dans la balance, je m'aperçois également qu'on n'a pas le meilleur coaching, parce que clairement, en première ligue actuellement, on a des coachs qui sont meilleurs que le nôtre. Bah, du coup, si t'as pas le meilleur coach et pas la meilleure équipe, t'as quand même une attente de champion. Moi, non, hein. Je vois pas comment, si t'as pas le meilleur coach et que t'as pas la meilleure équipe, qu'est-ce qui va statistiquement te dire que ton attente, c'est de gagner devant tout le monde? J'ai des attentes au placé. Clairement, la Ligue des Champions est une attente, on va pas se mentir. Mais le fait de ne pas gagner la première ligue ne sera pas une déception. Parce que on est ni taillé dans l'effectif, malgré qu'on ait un bon effectif. Attention, je suis pas en train de dire qu'on a un mauvais effectif, mais il y a meilleur que nous encore. Et dans le coaching, il y a meilleur que nous. Donc, à un moment donné, statistiquement, moi, j'attends pas d'être numéro 1, sachant qu'on a aucun des deux, on est entre guillemets les mieux placés sur aucun des deux critères. Moi, comme toi, j'attends un titre parce que je l'ai toujours dit et je reste persuadé que la victoire vient par la victoire et que même un titre mineur, ça peut déclencher des envies de titre, ça déclenche des choses dans un groupe, ça déclenche une mentalité de gagner, ça déclenche pas mal de choses. Mais honnêtement, à notre niveau, je me contente d'une coupe nationale. J'en suis très content parce que déjà, on n'arrive pas à la faire ces derniers temps. Et j'attends un bon placement dans les 4 premiers. Et partant de là, je me dis ça, c'est une base pour se remettre sur un rail. Je vais laisser la parole à Mohamed parce que je pense qu'il va vouloir intervenir parce que justement, il disait que le coach actuel n'est pas capable de nous amener au sommet. Et je partage son avis. Bah, pour arriver au sommet, je pense qu'il faut passer par des coupes un peu plus petites. Et si cette année les gens passent par une coupe plus petite, ça pourrait être pas mal pour peut-être envisager un autre avenir avec peut-être même un autre coach. On a quand même pris la FA Cup avec Van Gaal. Il s'est fait virer derrière. On a pris la première saison de Mourinho était très bonne. On a pris 3 titres, dont l'Europa League et la Carabao Cup. Le problème, c'est que derrière, ça n'a pas forcément instauré un climat de vainqueur, j'ai l'impression, dans cet effectif-là. Et si, c'est une petite question que je vous pose en même temps, mais si on avait pris l'Europa League pour vous, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Oui, parce que le problème, oui, alors oui, excuse-moi, Adama, oui, parce que déjà actuellement, Ole Gunnar a une réputation de perdant à cause de ses nombreuses demi-finales et finales perdues. Donc là, on aurait déjà un titre européen, donc la perception serait différente. Après, tu ramènes la FA Cup et l'Europa League, mais je te rappelle que l'effectif a tellement changé derrière qu'au final, c'est raté. Là, on parlait d'une reconstruction, la notion de reconstruction, c'est de rajouter des petites pierres à ton effectif et pas de le chambouler intégralement, sinon ça sert à rien, c'est pas la vie d'un groupe. Donc pour répondre à ta question, oui, clairement, si on avait l'Europa League, bah déjà on partirait pas avec un coach qui a une réputation de perdant. Et malgré ce qu'on dit, malgré les joueurs qui te disent, moi je suis pas influencé, je lis pas les journaux, les discours policiers qu'on connaît, ils sont pas idiots, hein. Ils savent que toutes les demi-finales et finales jouées sont toutes perdues. Et ça compte dans ta tête. C'est quand t'es joueur, tu le sais, ça compte. Enfin, je veux dire, ces mecs-là, ils sont montés, ils ont eu la petite médaille, ils ont pas eu la coupe. Ils le savent. Et quand en plus, au quotidien, t'as des échecs qui viennent encore sur la route, au final, t'en gardes pas un bon parcours. Je pense que là, si t'interroges les joueurs d'Europa League, je pense pas qu'ils aient un bon ressentiment de cette coupe-là au final. S'ils l'avaient gagné, ce serait différent. Mais là, aujourd'hui, je crois pas que ça soit un bon souvenir dans leur tête. Moi, pour moi, ça n'aurait rien, entre guillemets, rien changé. Pourquoi? Parce que tout commence avec un échec. On se fait sortir de la poule de Champions League. Chose qui ne devait jamais arriver puisque après 4 journées, nous sommes premiers et il nous manque un seul point pour passer en huitième de finale. Donc, je me dis, à ce moment-là, une fois qu'on sort de la Ligue des Champions, qu'on va en Europa League, pour moi, je me dis, on doit la gagner.
Pour moi, c'est juste un minimum en étant à Manchester. Maintenant, sur le déroulé de la finale, ok, il y a pu avoir des erreurs de coaching ici et là. Ok. Mais en fait, la victoire n'aurait, entre guillemets, rien changé. Là, moi, où je vais rebondir et mieux expliciter ma pensée à Jérémy, c'est que pour mes exigences de titre, et surtout du titre de Première Ligue, c'est que d'année en année, on a progressé en termes de résultats. Pas forcément dans le contenu du jeu, mais en tout cas en termes de résultats, on a progressé. Et là, je me dis qu'avec un meilleur effectif, avec des meilleurs joueurs, ben si on part sur les mêmes bases que l'année dernière, on doit entre guillemets encore progresser. Et donc, en ayant été deuxième l'année dernière, ben là l'objectif c'est de viser la première place. Maintenant, bien entendu qu'il y a des concurrents en face. Quand je dis qu'on n'a pas le meilleur effectif, pour moi, on a, entre guillemets, le meilleur effectif sur le papier, en termes d'individualité, mais maintenant, en termes de collectif, oui, il y a des collectifs qui sont plus en avance que nous. Donc, Manchester City, Liverpool et Chelsea au niveau collectif. Mais maintenant, au niveau individuel, honnêtement, on a quasiment l'un des meilleurs effectifs au monde. Et pour moi, c'est pas un gros mot de viser le titre et c'est pas surestimer cette équipe-là, puisque parce qu'on s'est renforcé. Si on ne s'était pas renforcé, ma réflexion aurait pu être tout autre. Mais là, en s'étant renforcé, pour moi, c'est logique de viser le titre. Et je ne me contenterai pas de la FA Cup. Bon, la Carabao Cup, c'est fini. Mais la FA Cup, je peux pas m'en contenter. C'est bien si on la gagne, mais dans le bilan final, moi, je serais pas forcément d'accord. Et je sais qu'en Ligue des Champions, on n'ira pas très loin. Donc, pour moi, c'est pas très dérangeant si on sort en huitième ou en quart de finale. Même si c'est horrible à dire, hein. C'est horrible à dire une telle chose. Parce qu'avec un tel effectif et en étant le plus grand club au monde, se contenter de sortir en huitième ou en quart de finale, c'est horrible. Mais pour moi, on devrait uniquement se concentrer sur la première ligue et pour moi, c'est accessible. Je comprends ce que tu dis. Je partage pas complètement, mais je comprends. Et quand même, je reste persuadé que le titre l'année dernière aurait fait une différence parce que quand tu sors comme tu dis toi-même, qu'il te manque qu'un point en Ligue des Champions et qu'au final tu te retrouves reversé en Europa League, si tu gagnes l'Europa League derrière, ça passe pour un accident en fait. Ça passe parce que finalement, quand tu gagnes l'Europa League, c'est que t'es assez bon pour aller en Ligue des Champions. On va pas se mentir. Une équipe qui gagne l'Europa League, elle a sa place en Ligue des Champions. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu te qualifies. Je veux dire, c'est quand même un endroit où finalement t'as ta place et finalement l'accident, bah ça se tolère. Alors que là, finalement, le fait de ne pas la gagner, ça fait qu'accentuer le fait de t'être déjà fait éjecter de la Ligue des Champions. Et juste pour revenir là-dessus, parce que j'en ai profité que tu parlais pour regarder un détail, quand on a gagné l'Europa League, donc sous Mourinho, l'année suivante, on sort 81 points en championnat. Certes, on finit deuxième. Pardon. Certes, on finit deuxième, mais je vous rappelle qu'on finit deuxième derrière un Manchester City qui finit à 101 points, qui est quasiment jamais arrivé. Je trouve que ça arrive 2 fois ces dernières années que le premier dépasse les 100 points, ou arrive aux 100 points, je suis même pas sûr de 2 fois, je crois que l'autre c'est peut-être 99 ou 100 points tout juste, je sais plus. 81 points, certaines années ça suffit pour gagner le championnat. Donc peut-être que t'es deuxième, mais t'as quand même dans le déroulé de la saison un parcours de champion, sauf face au champion en titre, mais sur toutes les autres équipes, t'as un parcours de champion. Et moi perso, ça me choque pas de finir deuxième avec un résultat comptable de premier. C'est juste que cette année-là, tu tombes sur une équipe qui est injouable et c'est comme ça, c'est tout. Donc pour moi, la culture derrière, elle y est quand même, parce qu'au final, tu gagnes un titre et derrière, en plus, tu sors comptablement une saison de premier de première ligue, même si tu finis deuxième, mais tu sors une saison de premier de première ligue. Donc j'aurais aimé que là, on la gagne et je pense que ça aurait eu un effet positif pour cette saison-là. Je suis d'accord. Vu sous cet angle, c'est vrai que j'avais pas forcément tout ça en tête au moment où j'avais dit ça. Mais c'est vrai, et même Mourinho l'avait dit lui-même, hein, avec tous les titres qu'il avait gagnés toute sa carrière, il a dit que c'était clairement l'un des plus gros exploits de sa carrière d'être arrivé deuxième avec cette équipe-là de Manchester. Et je vais juste répondre à ma question, du coup, celle que je vous ai posée par rapport à l'Europa League. Moi, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit qu'on gagne l'Europa League face à Villarreal. Parce que le problème, c'est que au niveau du collectif, comme l'a bien dit Adama, on a un très bon effectif. Enfin, je nuancerais quand même, je trouve qu'on a un très bon 11 de départ, qui n'est pas sublimé par le collectif, mais on a un très bon 11 de départ.
Et ma réflexion, en fait, elle est que vu qu'on a un très bon 11 de départ, les attentes sont tout de suite plus grandes. Avec Sancho Varane, on se disait, bon, il y a peut-être moyen de faire bonne impression en Champions League et d'essayer de titiller, pourquoi pas, les, euh, les cadors du championnat. On en fait partie, mais je parle en termes de comptable. Le problème, c'est que là, avec l'arrivée de Ronaldo, tout le monde s'attend à ce qu'on soit champion. Parce que justement, c'est Cristiano, l'effectif maintenant, enfin Varane va apporter ce que Lindelof n'apportait pas. Moi, je suis plutôt de l'avis de Jérémy, ce coup-là. Et puis malheureusement, c'est les 10 premiers matchs là qui ont fait un peu que je redescende un peu sur terre, mais pas forcément convaincu qu'on jouera les premiers rôles cette saison au championnat. Attention, attention, je dis pas qu'on joue, là actuellement on joue le premier rôle. Je dis que on doit jouer les premiers rôles et que si on sort une saison à la Liverpool où il finissait à 87 points et que City finissait avec 98 points de mémoire, et là je serais pas déçu parce que là il y a meilleur. Mais il faut qu'on dépasse entre guillemets la barre des 90 points cette saison. Ça c'est un objectif. Maintenant, est-ce que là, à l'heure actuelle, avec le début de saison qu'on en a produit, est-ce qu'on est dans cette optique-là? Je suis moins sûr. Mais pour moi, là, ce sera un échec si on ne fait pas un parcours de champion. C'est ce que je veux dire. Juste pour préciser, autant sous Mourinho, on finit deuxième et on a un parcours entre guillemets de champion, du moins comptable. L'année dernière, on finit deuxième, mais on n'a que 73 points. C'est aussi parce qu'une année Covid qui a énormément bousculé le championnat et où on a su être meilleur que tout le monde parce qu'on a été physiquement mieux préparé. Et ça, on peut lui reconnaître. On parlait des défauts, il y a aussi des qualités. On a été mieux préparé physiquement. On n'a pas eu de blessure l'année dernière. Gros événement. Covid plus blessure, on n'a rien. Des joueurs nickel. On est passé vraiment au travers. Les joueurs jouaient blessés, pardon. Les joueurs jouaient blessés, mais du coup les infiltrations marchaient. Donc et du coup, faut pas oublier qu'on a engrangé énormément de points à la reprise et ça nous propulse second à 73 points. À 73 points, tu mérites ta place de second et souvent même à 73, tu es même troisième. Je tiens à dire aussi comptablement. C'est-à-dire que l'année dernière on finit deuxième, mais ça aurait pu être troisième. Juste pour terminer, en un mot s'il vous plaît, la question pour finir le podcast. Si à la fin de la saison, on n'est pas champion, mais qu'on n'a pas non plus fait un parcours de champion, c'est-à-dire on finit, je sais pas moi, avec 65, 70 points. Est-ce que, d'après vous, il faut donner plus de temps à Olé et à son staff, ou est-ce que il sera temps de prendre une décision radicale? Et là, quand je vous dis en un mot, c'est vraiment oui, non. Et voilà, enfin, vous avez déjà bien justifié vos points de vue. Bah là, moi, en poursuivant mon raisonnement, non. C'est pour ça que je dis qu'à la fin du bal, on paye les musiciens. Donc, si on finit la saison avec 65-70 points et qu'on peinait tout au long de la saison, pour moi, il faudra pas continuer avec le staff et Ola. Je vais répondre à mon tour. Pour moi, l'équation et la question, elle est un peu plus complexe que ça. Au-delà de l'aspect comptable, je pense que la plupart des supporters de Manchester maintenant attendent autre chose sur le contenu. Il avait l'excuse de l'effectif. Maintenant, l'effectif est de qualité, donc à lui de se mettre au niveau de son effectif et de produire autre chose. Même si on arrive deuxième et en ayant fait deuxième, ça risque d'être compliqué, mais si on y parvient avec le même contenu, je pense qu'il y aura toujours autant de supporters mécontents et qui demanderont sa tête, et moi le premier. Parce qu'au bout de 3 ans, je pense que 3 ans, on va dire que c'est la 4e saison là, avec les 6 premiers mois post-Mourinho, ça te laisse le temps quand même de mettre quelque chose en place. Moi, personnellement, à 65 points, je monte à Manchester, je leur prépare la valise à tous les 3. 4 avec le gestionnaire de coup de pied arrêté, et je pense que je leur prépare aussi leur billet d'avion. Ok. Merci à tous les 3. On va en rester là pour ce podcast. Voilà, on espère que vous aurez pris du plaisir à le suivre et que vous avez vous aussi des avis à donner sur ces questions. Donc n'hésitez pas en commentaire ou sur notre forum, voilà, à venir discuter avec nous, échanger les points de vue. Encore une fois, si vous avez envie de venir participer à un de ces podcasts, on vous accueille à bras ouverts. On est
très content d'avoir des nouvelles personnes régulièrement. Donc merci à vous pour votre écoute. Merci les gars, merci Adama, merci Jérémy et merci Mohamed. Et merci les à gars. toi. Merci à tous. Et puis Merci à tous. on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast et bonne soirée à tous.